Le salon de l'hôtel de luxe à São Paulo scintillait sous le poids de sa propre opulence. C était une froide nuit d'hiver, mais à l'intérieur, la chaleur humaine, ou du moins son imitation, semblait repousser le gel des fenêtres. Un gala de charité réunissait l'élite des affaires, un ballet de sourires calculés et de rires forcés, ponctué par le tintement cristallin des flûtes de champagne. La lumière dorée baignait les lieux, caressant les robes de soirée et les bijoux étincelants, mais elle semblait incapable de pénétrer la superficialité ambiante. Chaque conversation était une transaction, chaque poignée de main une stratégie. Dehors, sur les marches de marbre balayées par un vent glacial, la ville se taisait, indifférente à cette célébration du succès. Le contraste était saisissant, un monde de chaleur performative à l'intérieur, et la vérité froide et solitaire du monde réel, à quelques mètres de là. Au milieu de cette mer de faux semblants se tenait Helena. À 48 ans, elle était la PDG de l'une des plus grandes entreprises de construction d'Amérique latine, une femme dont le nom était synonyme de pouvoir. Elle portait une robe de haute couture sobre, d'une élégance discrète qui criait sa valeur sans avoir besoin de couleurs vives. Ses bijoux, bien que discrets, valaient une fortune. Tout en elle était maîtrisé, de sa coiffure impeccable à sa posture rigide, une véritable armure contre le monde. Pourtant, ses yeux trahissaient une faille. Ils abritaient une tristesse si profonde, un vide si permanent que même le plus gros des diamants ne parvenait pas à le combler. Suffocant dans cette atmosphère viciée par le luxe et le vide, elle sentit un besoin impérieux de échapper, ne serait-ce que pour quelques instants. Elle se dirigea vers la sortie, cherchant l'air frais comme un naufragé cherche la terre ferme. C'est sur les marches de marbre qu'elle le vit. Un petit garçon, qui ne devait pas avoir plus de 9 ou 10 ans, était assis seul, recroquevillé sur lui-même pour se protéger du froid mordant. Ses vêtements étaient usés et un peu trop grands pour son corps frêle, mais il semblait entretenu avec soin. Son visage était maculé de la poussière de la ville, mais ses yeux, d'un bleu profond et expressif, brillaient d'une intelligence et d'une résilience qui démentaient son jeune âge. Il traçait des cercles imaginaires sur le sol avec son doigt, perdu dans un monde que personne d'autre ne pouvait voir. L'image de cet enfant, seul et vulnérable dans le froid, frappa Helena avec la violence d'un coup de poing. C était l'antithèse absolue de la sécurité qu'elle n'avait pas pu offrir à son propre fils. Poussée par une impulsion qu'elle n'avait pas ressentie depuis une décennie, elle s'approcha et s'assit à une distance respectueuse. Le garçon leva la tête, ses yeux bleus se posant sur elle sans la méfiance habituelle des enfants des rues. Il n'y avait ni demande, ni attente dans son regard. Au lieu de tendre la main pour une pièce, il lui offrit quelque chose de bien plus précieux, une question. D'une voix douce qui se mêlait au sifflement du vent, il demanda « Vous êtes perdu, vous aussi ?» Ces quelques mots, si simples et si profonds, firent voler en éclats l'armure d'Helena. En un instant, elle n'était plus la PDG, la femme puissante, mais simplement une âme égarée, reconnue par une autre. Sa vulnérabilité, si longtemps cachée, se retrouvait soudainement mise à nu par celle de cet enfant. C'est dans des instants comme celui-ci, où une simple phrase peut réécrire une vie entière, que l'on mesure la force des histoires vraies. Si ce récit vous touche, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de partager des témoignages qui comptent. La question du garçon flottait dans l'air glacial, simple et désarmante. Helena sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes qu'elle avait refusé de verser depuis 10 ans. Elle se contenta de hocher la tête, incapable de formuler une réponse. Puis, une impulsion, aussi forte que celle qui l'avait poussée à sortir, la guida. Elle lui proposa d'aller boire quelque chose de chaud dans un café voisin, un de ces endroits ouverts toute la nuit qui servaient de refuge aux âmes insomniaques de la ville. Le garçon, qu'elle apprit à nommer Léo, accepta sans hésitation, comme s'il avait attendu cette invitation toute sa vie. Il lui prit la main, et le contact de ses petits doigts froids contre sa paume fut à la fois une décharge électrique et un baume apaisant. Ensemble, ils quittèrent le monde ostentatoire du gala pour entrer dans la vérité simple d'un café anonyme.
Assis dans la chaleur réconfortante du petit établissement, Elena observa Léo avec une attention qu'elle ne portait plus à personne. Il tenait sa tasse de chocolat chaud à 2 mains comme un trésor et buvait à petites gorgées prudentes, savourant chaque goutte. Il y avait une dignité dans ses gestes, une lenteur réfléchie qui contrastait violemment avec l'agitation du monde extérieur. Elle remarqua les détails qu'elle n'avait pas vus sous la faible lumière de la rue. Une petite cicatrice au-dessus de son sourcil, la façon dont ses cils étaient longs et sombres contre sa peau pâle, et surtout l'intelligence vive qui dansait dans ses yeux bleus. Il ne ressemblait pas à une victime, mais à un survivant. Il portait le poids de ses épreuves, non pas comme un fardeau, mais comme une armure invisible, et cette force tranquille la toucha plus profondément que n'importe quelle histoire tragique. Doucement, elle l'encouragea à parler. Léo raconta son histoire sans pathos, ni apitoiement. Il parlait de la bande, un groupe d'enfants qui dormaient ensemble sous un viaduc pour se tenir chaud, et de l'homme qui venait chaque matin récupérer l'argent qu'ils avaient collecté. Il décrivait la faim non pas comme une souffrance, mais comme un fait, un état permanent qui dictait le rythme de ses journées. Il parlait des bruits de la ville la nuit, de la peur constante, mais aussi des moments de camaraderie, des blagues échangées dans l'obscurité. Elena écoutait, le cœur serré, chaque mot de cet enfant creusant un peu plus le fossé entre sa propre vie de luxe vide et la réalité brutale que ce petit garçon endurait avec une résilience presque inhumaine. Elle ne l'interrompit pas, lui offrant le cadeau rare d'une écoute totale et sans jugement. Le tournant se produisit lorsqu'elle lui posa la question la plus simple et la plus douloureuse. « Et tes parents, Léo ?» Il la regarda, ses yeux bleus soudainement lointains, comme s'il cherchait un souvenir dans un brouillard épais. « Je ne me souviens pas d'eux, » dit-il simplement, sans tristesse apparente, comme s'il parlait d'un film qu'il n'avait jamais vu. Cette phrase, ce vide absolu dans la mémoire d'un enfant, frappa Elena avec la force d'un raz-de-marée. Le chagrin pour son propre fils, Lucas, qu'elle avait contenu pendant une décennie, déferla en elle. Mais cette fois, la douleur-haine n'était pas paralysante. Elle se mua en une force nouvelle, une vague de protection féroce et irrépressible. À cet instant, elle sut. Elle sut qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne voulait pas le laisser retourner dans la rue. Sa décision fut instantanée, viscérale, défiant toute logique et toute prudence. Ce n'était plus une question de charité ou de pitié. Était une nécessité, un appel de son âme meurtrie. Elle ne pouvait pas sauver Lucas, mais elle pouvait peut-être sauver cet enfant. Elle lui proposa de venir passer la nuit chez elle, juste pour cette nuit, pour qu'il puisse dormir dans un lit chaud. Léo la regarda longuement, ses yeux sondant les siens, cherchant la vérité derrière ses paroles. Il dut y voir quelque chose de sincère, une promesse silencieuse, car il hocha la tête. En sortant du café, il lui reprit la main, et cette fois, le geste haine était plus celui d'un enfant perdu, mais celui de quelqu'un qui avait peut-être, enfin, trouvé un port d'attache. Elena sentit que sa vie venait de basculer de manière irrévocable. Le retour dans son appartement penthouse fut un choc des cultures. Le portier la regarda avec des yeux ronds. Son regard passant de la robe de soirée d'Elena aux vêtements usés de Léo. Sa gouvernante, qui l'attendait, resta bouche bée, incapable de masquer sa confusion et sa désapprobation. Le silence dans l'immense appartement était assourdissant, chaque objet de luxe semblant crier l'incongruité de la présence de cet enfant des rues. Elena ignora les jugements silencieux, son attention entièrement tournée vers Léo, qui regardait tout avec une curiosité craintive. C'est face à l'incompréhension du monde que les gestes les plus purs sont mis à l'épreuve. Si vous croyez en la force de ces combats, votre abonnement nous donne la voix pour les raconter, pour montrer que l'humanité se trouve souvent là où on l'attend le moins. Cette nuit-là, Elena installa Léo dans une des chambres d'amis, une pièce plus grande que l'endroit où il avait probablement dormi toute sa vie. Après lui avoir montré comment fonctionnait la douche chaude et lui avoir donné un pyjama beaucoup trop grand pour lui, elle le borda. Alors qu'elle le regardait s'endormir, le visage apaisé sur l'oreiller moelleux, le fantôme de Lucas apparut. Chaque soir,
Pendant 4 ans, elle avait fait les mêmes gestes pour son fils. La culpabilité la submergea. Était-elle en train de le remplacer? Se servait-elle de Léo pour combler le vide béant dans son cœur? La peur s'insinua en elle, glaciale et paralysante. La peur d'aimer à nouveau, la peur de trahir la mémoire de son fils, la peur que ce geste impulsif ne soit qu'une nouvelle façon de se faire du mal. Dès le lendemain, elle contacta ses avocats. La réalité la rattrapa brutalement. Adopter un enfant sans histoire, sans documents, était un cauchemar administratif. On lui parla de services sociaux, d'enquêtes, de procédures qui pouvaient durer des années. Ses conseillers juridiques, habitués à des transactions immobilières de plusieurs millions, étaient désemparés face à cette demande si humaine. Ils lui conseillèrent la prudence, lui parlèrent des risques, des complications, de la possibilité que l'enfant soit repris par les autorités. Le système, rigide et impersonnel, n'était pas conçu pour des actes de cœur. Pour la première fois de sa carrière, Elena sentit que tout son pouvoir et toute sa fortune ne servaient à rien face au mur de la bureaucratie, conçu pour décourager les élans d'humanité. Pourtant, malgré les obstacles et ses propres doutes, quelque chose changeait en elle. La présence de Léo dans l'appartement apportait une lumière et une vie que l'endroit n'avait jamais connues. Un jour, il lui montra un dessin qu'il avait fait, une représentation maladroite mais touchante d'une maison avec un grand soleil. Un autre jour, il lui raconta une blague qu'il avait entendue dans la rue, et pour la première fois depuis une éternité, un rire sincère et spontané s'échappa des lèvres d'Elena. Lentement, Léo cessait d'être un symbole de sa perte pour devenir simplement Léo, un petit garçon intelligent, drôle et incroyablement résilient. Elle commençait à s'attacher à lui, non pas comme un substitut, mais comme un individu. Parfois, un simple sourire peut changer le cours d'une vie. Soutenir notre chaîne, c'est nous permettre de continuer à trouver et à partager ces étincelles d'humanité qui brillent même dans les moments les plus sombres. La fragilité de leur nouvelle vie fut mise à rude épreuve lorsque le monde extérieur fit irruption. L'homme qui exploitait Léo et les autres enfants finit par le retrouver. Il se présenta à l'entrée de l'immeuble d'Elena, un individu sordide au regard calculateur. Il ne voulait pas récupérer le garçon, il voulait de l'argent. Il la menaça de révéler à la presse qu'une célèbre PDG avait enlevé un enfant des rues, de créer un scandale qui ruinerait sa réputation et anéantirait ses chances d'obtenir la garde de Léo. La menace était claire et vicieuse, visant à la fois son statut social et le lien naissant qu'elle tissait avec le garçon. Le passé de Léo revenait les hanter, leur rappelant que leur petit havre de paix était construit sur des fondations bien précaires. Face au chantage, Elena ne flancha pas. La peur pour Léo était immense, mais des années à naviguer dans le monde impitoyable des affaires lui avaient appris à ne jamais céder à l'intimidation. La femme d'affaires en elle, froide et stratégique, prit le dessus. Au lieu de payer, elle mobilisa ses ressources. Elle engagea les meilleurs enquêteurs privés pour rassembler des preuves sur les activités de cet homme, contacta discrètement des associations d'aide à l'enfance et renforça la sécurité autour de son domicile. Elle se battit non pas avec de l'argent, mais avec de l'intelligence et de la détermination. Elle protégea Léo non pas en se cachant, mais en affrontant le monstre de front, utilisant le pouvoir qu'elle avait autrefois utilisé pour construire des empires, pour maintenant construire une forteresse autour d'un petit garçon. L'exploiteur, confronté à des preuves accablantes et à la perspective d'une longue peine de prison, disparut aussi vite qu'il était apparu. La menace immédiate était écartée, mais la bataille était loin d'être gagnée. Le processus juridique pour la garde de Léo s'annonçait long et épuisant. Les services sociaux avaient ouvert une enquête sur ses motivations, et chaque aspect de sa vie était scruté à la loupe. Elena et Léo vivaient dans une bulle fragile, un quotidien fait de petits rituels, de devoirs d'école improvisés et de séances de cinéma sur le canapé, tandis qu'à l'extérieur, le monde des adultes, avec ses lois et ses préjugés, décidait de leur avenir. La tension montait, chaque jour d'accalmie étant à la fois un cadeau précieux et un rappel que tout pouvait s'effondrer à tout moment. Les mois qui suivirent
furent un mélange étrange de normalité fragile et de tension juridique. Elena avait obtenu la garde provisoire de Léo, une première victoire qui semblait aussi précaire qu'un château de cartes. Ils avaient trouvé un rythme, un quotidien fait de petits déjeuners partagés dans le silence du matin, de l'aide aux devoirs improvisés sur la grande table de la salle à manger et de soirées passées à regarder de vieux films blottis sous une couverture. Un soir, alors que Léo sortait du bain, une serviette enroulée autour de sa taille fine, Elena l'aidait à se sécher les cheveux. C'est alors qu'elle le vit, juste derrière son oreille droite, à la lisière de ses cheveux encore humides, une petite marque de naissance en forme de croissant de lune. Son cœur cessa de battre. Était la même marque, au même endroit exact que celle de Lucas. Le monde bascula, le son se coupa, et seul le martèlement assourdissant de son propre sang dans ses tempes subsista. L'espoir qui déferla en elle fut si violent, si absolu, qu'il en devint terrifiant. Était une chose trop précieuse, trop fragile pour être simplement saisie. Après une décennie de deuil et de faux espoirs, elle ne pouvait pas se permettre de se tromper. La moindre erreur la briserait définitivement. Alors, la PDG reprit le dessus sur la mère potentiellement retrouvée. Elle enterra les émotions brutes sous des couches de logique et de stratégie. Elle ne dirait rien. Elle ne lui poserait aucune question qui pourrait le troubler ou, pire encore, lui donner un faux espoir à lui aussi. Cette nuit-là, alors que Léo dormait profondément, le visage paisible dans la lumière de la lune, elle s'approcha de son lit avec un coton-tige. Le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes, elle préleva délicatement un échantillon de salive de l'intérieur de sa joue. Le geste lui parut à la fois sacré et profanateur, un acte de foi accompli dans le plus grand secret. Les 2 semaines qui suivirent furent le plus long purgatoire de sa vie. Chaque jour passé avec Léo était teinté de cette possibilité monumentale. Elle se surprenait à le dévisager, cherchant dans ses gestes, dans l'intonation de sa voix ou dans l'éclat de son rire, des fragments de l'enfant qu'elle avait perdu. Chaque interaction était à la fois un bonheur et une torture. Elle l'aimait déjà, elle le savait, mais maintenant, cet amour était compliqué par une question qui pouvait soit la sauver, soit l'anéantir. Elle continuait de gérer son entreprise, de participer à des réunions, de signer des contrats, mais son esprit était ailleurs, suspendu à un fil invisible, attendant un courriel qui contenait la réponse à 10 ans de prières silencieuses et de nuits sans sommeil. Le monde extérieur continuait de tourner, ignorant qu'en son sein, un univers entier était sur le point de naître ou de mourir. Le courriel arriva un mardi soir. Elle était seule dans son bureau, la ville de São Paulo étalant à ses pieds comme une mer de lumières indifférentes. Le titre était neutre, clinique, résultat de votre analyse. Ses doigts planaient au-dessus de la souris, incapable de faire le dernier mouvement. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et cliqua. Le document s'ouvrit, une page blanche remplie de termes scientifiques et de pourcentages. Puis, ses yeux trouvèrent la ligne, la seule qui comptait, celle qui allait définir le reste de sa vie. Compatibilité de maternité, 98,99%. Les mots flottaient devant ses yeux, irréels. Un son étrange, échappa de sa gorge. Un mélange de sanglots et de rires. Les larmes qu'elle avait retenues pendant une décennie se déversèrent enfin, non pas des larmes de chagrin, mais des larmes de délivrance, un torrent qui lavait la culpabilité, la douleur et le vide. Elle ne courut pas. Elle marcha, lentement, comme dans un rêve, jusqu'à la chambre de Léo. Il dormait, ignorant le miracle qui venait de se produire. Elle s'assit sur le bord de son lit et le regarda. Mais cette fois, elle ne voyait plus un enfant qu'elle apprenait à aimer. Elle voyait son fils, son Lucas. Elle posa une main sur sa joue et le contact fut comme une décharge électrique qui reconnectait son âme à son corps. Elle se pencha et l'enlaça doucement, le serrant contre elle avec une force qui contenait 10 ans d'absence, 10 ans de « je t'aime » crié dans le vide, 10 ans de douleur insondable. Il bougea dans son sommeil, se blottissant contre elle. Elena pleura en silence,
Son visage enfoui dans ses cheveux, sentant enfin que la pièce manquante de sa vie, celle qu'elle croyait perdue à jamais, était revenue à sa place. Elle était à la maison. Le lendemain ne fut pas une explosion de vérité, mais le début d'une reconstruction patiente. Elena ne confronta pas Léo avec la révélation. Comment expliquer 10 ans de vide à un enfant qui ne se souvenait même pas de son propre visage de bébé? Au lieu de cela, elle commença à le reconstruire, pièce par pièce, à travers des histoires. Elle lui parla d'un petit garçon qu'elle avait connu, un garçon qui aimait les dinosaures et qui avait une petite marque de naissance en forme de lune derrière l'oreille. Elle lui montra des photos, non pas en disant « c'est toi », mais voilà à quoi il ressemblait. Lentement, avec une douceur infinie, elle lui rendit son passé, non comme un fardeau, mais comme un cadeau. Le processus juridique, qui avait commencé comme une adoption, se transforma en une procédure de réunification. Devant un juge ému, Elena n'adopta pas un étranger. Elle récupéra officiellement son fils, Lucas. La femme qui ressortit du tribunal N était plus la même. La douleur qui avait alimenté son ambition pendant une décennie S était transformée en une source de compassion infinie. Elle comprit que son empire de béton et d'acier NN était qu'une coquille vide, construite pour la protéger d'un chagrin qu'elle devait maintenant affronter et guérir. Elle restructura sa vie avec la même efficacité redoutable qu'elle appliquait à ses affaires. Elle vendit une part majoritaire de son entreprise, choquant le monde des affaires, et utilisa les fonds pour créer la Fondation Nouveau Départ. Sa mission était simple mais monumentale: utiliser la technologie de pointe et des réseaux d'enquêteurs pour retrouver des enfants disparus et offrir un refuge et une éducation aux enfants des rues, pour qu'aucun autre Lucas ne se perde dans l'indifférence du monde. Son héritage ne serait plus des gratte-ciel, mais des vies reconstruites. La vie dans le penthouse changea radicalement. Le silence oppressant fut remplacé par le son d'un adolescent apprenant à jouer de la guitare, par des rires devant des films comiques et par les disputes occasionnelles sur les devoirs. Elena apprit à être une mère à nouveau, non pas la mère d'un souvenir figé de 4 ans, mais la mère d'un adolescent avec ses propres cicatrices, ses propres rêves et son propre humour. Lucas, de son côté, apprit à faire confiance, à accepter l'amour sans craindre qu'il ne disparaisse. Il y eut des moments difficiles, des cauchemars qui le réveillaient en sursaut et des silences où le poids des années perdues pesait lourdement entre eux. Mais pour chaque moment de douleur, il y avait 100 moments de joie simple. Un petit déjeuner partagé, une promenade dans un parc, un simple « je t'aime » murmuré avant de dormir. Quelques années plus tard, Elena et Lucas se tenaient dans le même parc où tout avait été brisé. Mais ce N était plus un lieu de deuil. Grâce à la fondation, il avait été entièrement rénové, transformé en un espace vibrant de rires d'enfants. Alors qu'ils regardaient un groupe de jeunes jouer sur une nouvelle structure, une employée de la fondation s'approcha pour leur annoncer qu'un autre enfant venait d'être retrouvé et rendu à sa famille. Lucas posa sa main sur celle de sa mère, un geste simple qui disait tout. Le cercle était bouclé. La douleur avait donné naissance à l'espoir. Et une tragédie personnelle, était transformée en une promesse pour des milliers d'autres. C'est dans ces histoires de destin réparé que réside la plus grande des forces. Si ce récit a touché votre cœur, sachez que votre abonnement nous donne les moyens de continuer à partager ces témoignages d'espoir.